Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va présenter 5 livres qui représentent 5 sagas que j'ai lus. Je vous ai présenté des sagas que j'ai finies. Alors faut savoir, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit mais mon dieu, le nombre de sagas que t'as commencé que t'as jamais fini. Ou il te manque un tome, t'as jamais lu le dernier alors que t'as lu les 6 premiers. Bref, une catastrophe, mais je me suis dit les sagas, c'est bien d'en parler dans sa globalité et on va faire ça tout de suite. La première saga, et beaucoup d'entre vous la connaissent, et pour moi elle a une place particulière dans mon cœur parce que c'est une de mes autrices préférées, et l'avoir rencontrée a été une chance il y a 2 ans. Il s'agit de Marissa Meyer avec les Chroniques lunaires. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Cinder. Cinder est une jeune fille qui est mi-humaine, mi-androïde. C'est une réécriture du conte de Cendrillon. Cinder, elle travaille dans un garage, et elle est surtout la belle-fille d'une belle-mère, c'est très logique, avec sa demi-sœur avec qui elle s'entend très bien. Ça change, c'est une réécriture, hein, donc il y a des choses qui changent. Jusqu'au jour où elle rencontre le prince du royaume qui lui ramène un androïde défectueux. Et Cinder va découvrir peu à peu que elle est plus que ce qu'elle pense. Elle est plus qu'une humaine et plus qu'une humaine normale. C'est un livre qui est passionnant, c'est une série de réécriture. Alors t'as Cinder, c'est pas mon préféré sur Cendrillon, il y a Scarlett sur le petit chaperon rouge que j'ai surkiffé. Mon préféré c'est Cress avec Réponse et Thorn, qui souvent ça marche par couple. Alors c'est très hétérocentré, hein. Bon, ça c'est de la jeunesse malheureusement, mais c'est concentré et j'adore ces personnages. Donc Réponse vit dans une station spatiale et tu as ensuite Blanche-Neige. Ce qui est intéressant, et le point de vue politique de ce livre, c'est que on a la Terre et on a la Lune, et la femme qui doit épouser le prince sur cette Terre, c'est la chef de la Lune, qui a des pouvoirs magiques spéciaux, qui peut contrôler un peu les actions des gens, et en fait elle va essayer de dominer la Terre. Bref, c'est un peu SF. Mais comme il faut, tu vois, pas trop pour moi, je peux quand même, tu vois, comprendre tout et que ça me plaise parce que c'est vraiment bien fait. Laissez-vous tenter. Le dernier tome, on peut lui reprocher d'être un peu long parfois, et surtout on peut lui reprocher sa couverture où on a blanchisé, c'est une couverture italienne que les Français ont repris, mais on a blanchisé la peau de Blanche-Neige. Blanche-Neige est de couleur dans ses livres, et en fait ils l'ont pas mis sur les couvertures, bon ça c'est un autre problème. Histoire d'aventure, d'amour, de femmes fortes, de héros principaux, même les mecs c'est pas du genre Eric dans La Petite Sirène, tu vois. Ils sont soit drôles, soit aventuriers, bref, les personnages sont hyper attachants. Il y a des androïdes, tu voyages tout le temps, il y a toujours de l'action, du suspense, des rebondissements. Bref, c'est une série jeunesse que j'aimerais tellement voir adaptée. J'aime tellement cette série, c'est une de mes séries jeunesse préférées, et Marissa Meyer est un cœur en plus. En tant qu'autrice, elle est adorable, donc je vous le conseille énormément. Autre série de jeunesse, alors souvent vous m'en parlez, et plein de gens me disent mais lis cette série. Bah je l'ai lue quand j'étais petite en fait, et j'en parle peu parce que c'est douloureux pour moi d'en parler, bizarrement, parce que j'ai adoré ces séries, mais je vous expliquerai pourquoi, mais c'est douloureux. Donc c'est La Quête des Willan. Alors Quête des Willan est une série, un chef-d'œuvre de la littérature française pour les enfants. Pour moi il n'y a pas d'autre auteur français qui a eu autant de succès et qui a eu autant d'impact sur ma vie que Pierre Bottero. C'est l'histoire de Camille, qui est une jeune fille qui va se faire renverser par un camion, et au lieu de mourir, elle va être projetée dans un autre monde. En fait, elle se rend compte qu'elle est de ce monde-là, et donc elle rencontre Salim, elle rencontre Elena qui a eu sa série aussi, et elle rencontre Edwin, elle rencontre plein de personnages, et elle va donc devoir affronter les forces du mal de ce pays. Alors, et Willan, tu vois, là j'en parle un peu avec émotion. Ça a été une lecture, je l'ai lu et relu, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que la luminosité est vraiment pas bonne, mais c'est un livre qui a énormément souffert. Toute la série a énormément souffert de mes lectures. C'est peut-être des livres que j'ai lus 10 ou 15 fois, donc vraiment beaucoup. Je ne lisais que ça avec Harry Potter quand j'étais petite, c'était les 2 séries. Je ne lisais que ça. Je voulais absolument pas lire autre chose parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Il n'y avait rien d'autre qui était mieux. Et pour tout vous dire, c'est le genre de livre que je présentais à l'école. Vous savez, dans les petites lectures qu'on te demande au collège, moi je présentais Willan. J'étais super fière. Ce qui me rend nostalgique et ce qui me rend triste tout, c'est que c'est une série en 6 tomes, il me semble. C'est que Pierre Bottero est mort il y a quelques années, il y a 10 ans je crois, qu'on a fêté les 10 ans de sa mort, il y a pas très longtemps. Ça a été très brutal, hein. Quand t'es jeune et qu'on t'explique que voilà, ton auteur préféré avec J.K. Rowling, donc ton auteur préféré est décédé, dans des conditions un peu tragiques en plus. Bref, jeune quoi, pas
pas ce qu'il aurait dû. Déjà triste, et en plus Pierre Bottero, ce qui s'est passé, tous les lecteurs de Pierre Bottero le savent, ce qu'il a écrit Willan, qui est une de mes séries préférées, il a écrit l'autre qui a été ma série de livres jeunesse préférée pendant des années, et il a écrit donc la suite Elena, qui est une autre trilogie, une autre série qu'il avait commencé. Bah tu te rendais compte, notamment dans l'autre, c'était posé à la fin, que tous les mondes étaient reliés, sauf qu'il a jamais pu finir l'autre série, donc en fait, en plus, on a la frustration en tant que lecteur d'avoir loupé quelque chose d'encore plus fabuleux que c'était déjà à la base, alors que les récits étaient déjà fabuleux, tu vois. Donc c'est hyper frustrant, et même maintenant je me dis, c'est une perte de l'homme, tu vois, déjà c'est difficile, mais aussi c'est une perte d'œuvre qui a marqué la littérature jeunesse, et je pense qu'il continuera de marquer la littérature jeunesse. C'est pas pour rien que Rajo les a réédités, c'est que les enfants actuellement, et Willan, c'est pour toutes les générations. Et je vous conseille absolument. Je me dis, même en tant qu'adulte, tu peux reconnaître le talent de l'écrivain Pierre Bottero. Il y avait quelque chose, il y avait une construction de monde originale avec des créatures originales. Il y avait Salim qui était, tu vois, c'est sorti il y a plus de 10 ans, et déjà on avait représentation de personnages de couleur, représentation de personnages. Elena, c'est une femme forte, tu vois. Camille, à un moment, elle a les cheveux extrêmement courts, elle va avoir la coupe à la garçonne, donc en plus, tu vois, pas une remise en cause de la féminité, mais du genre, tu vois, on était sur des personnages de féminins forts, et c'était pas forcément ce qu'on nous montrait toujours en littérature. Pierre Bottero a quand même placé des choses hyper intéressantes pour ses lecteurs, et ça a beaucoup marqué ma génération. Je sais que quand j'ai fait mes études d'édition, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, et même autour de mon entourage, dans mes amis, tout, et Willan, c'est quelque chose, quand j'étais au collège, qui était hyper important pour beaucoup de jeunes, et il faut s'en rappeler, et voilà. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais pleurer. J'avais vraiment envie de vous en parler. Et oui, donc j'ai lu La quête des Willan. Je suis très heureuse que vous êtes si nombreux à l'avoir lu, parce que ça montre que Pierre Bottero, il continue d'exister un peu à travers nous, chaque lecteur, et ça c'est bon. Bon, sur cette note triste, on va se ressaisir, et je vais vous présenter un autre livre. Alors, c'est de la jeunesse, mais en même temps, la fin est tellement horrible que je ne le conseille pas aux jeunes lecteurs. Donc il s'agit de La Voix des Rois, les hauts conteurs d'Olivier Perrou et Patrick M. Sisper. La Voix des Rois, je crois que c'est dans 5 ou 6 tomes. Ça se passe au XIIe siècle, donc dans notre monde. C'est l'histoire des hauts conteurs. Les hauts conteurs, bah, comme dit leur nom, ce sont des conteurs qui racontent les histoires des pays, des légendes, tout ça, dans les auberges, tout. Sauf qu'en fait, ils ont un espèce de pouvoir, la voix qui fait qu'ils captivent les gens quand ils parlent. Et c'est en plus de leur boulot de conteur, ils ont un peu un boulot de flic, espion, agent secret de l'époque, tu vois. Donc ils sont très importants, et je crois que c'est Richard, son petit nom, mais je sais plus comment il s'appelle ce gamin. Mais tu suis donc un jeune homme avec son maître, et tu sais que les hauts conteurs sont à la recherche d'un livre dont il manque des pages. C'est une histoire qui est hyper intéressante parce que ce qui est drôle, c'est que c'est assez court, ça se lit bien, ça parle de créatures fantastiques très diverses, et surtout c'est pas le genre de tome où t'avances pas dans l'histoire. À chaque fois, tu vois bien que du tome 1 au tome 5-6, ça a été pensé pour en arriver de là à là. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que c'est assez jeunesse, hein. Tu vois, c'est un truc, c'est chez Pocket, mais tu vois, la couverture a fait jeunesse. Moi, j'avais vraiment vu ça dans la jeunesse, et la fin est horrible, mais vraiment horrible. J'ai jamais lu une série jeunesse où ça se finissait aussi mal, tu vois. J'étais en mode, traumatisme. Mais c'est un univers hyper particulier, un peu effrayant. Ça m'a toujours fait penser un petit peu à l'Épouvanteur, parfois. Il y a un petit peu ce côté-là, mais c'est une série que je vous conseille énormément, je vais pas vous en dire plus. Elle est pas très très connue, hein. Il y a pas tellement de gens qui l'ont lu, mais ça se lit très vite, c'est pas très très long, et vous serez surpris à la fin. Et j'ai trouvé très original, et puis ça reprend le mythe du conteur, qui était vraiment un vrai métier, et qui continue d'être un métier pour certains, et c'est un très très beau métier. Donc voilà, en plus il y a des contextes historiques qui se sont vraiment passés avec les famines, tout ça. Bref, moi il y avait de l'historique, de la créature fantasy, des personnages attachants, et une fin surprenante, et qui pose ça là, est en mode mais voilà. Après, on va passer à des littératures plus adultes. Alors là, on est sur de la romance. Oui, j'en lis très peu, mais j'adore cette autrice. C'est de la romance fantastique, fantasy. Là, on est plus dans la fantasy. Elle est connue pour son autre série, mais moi, j'aime beaucoup celle-ci. Il s'agit de Covenant, donc c'est de Jennifer Larmentrout, le tome 1. Alors, Covenant, c'est une série qui a 5 tomes. C'est l'histoire Alexandrie, les papillons de ma jeunesse, mais Alexandra, elle vient de Caroline du Nord. Alors tu l'as su au début, c'est hyper drôle. La fille, elle est vraiment, tu sais, blonde, mignonne, elle est avec un mec, et en fait, bah,
il y a un truc qui se passe et elle a une force mais de ouf et le mec prend peur. Bon, ça m'a fait beaucoup rire, mais en fait elle a des dons. Elle s'est enfuie avec sa mère il y a quelques années du Covenant parce que Alexandra n'est pas une fille comme les autres, c'est un demi-dieu, on va dire. C'est un monde qui est régi voilà, par les dieux mythologiques romains ou grecs quoi. Et donc ils ont eu des enfants, les demi-dieux, et donc ces demi-dieux ils sont séparés entre les purs et les impurs. Alexandra est une impure, je sais plus la différence mais il y en a, il y a une caste quoi, et c'est au niveau de leurs parents, leurs ascendants, leur lien avec les dieux qui est plus ou moins fort. Alexandra fuit avec sa mère jusqu'au jour où les espèces de demi-dieux corrompus qui les attaquent, qui sont des espèces de démons, oui, je crois qu'ils appellent ça des démons, et qui tuent sa mère. Et donc Alexandra elle est ramenée au Covenant, et donc il y a une histoire d'amour qui ressemble un peu à Vampire Academy. Si vous avez lu le premier tome, il a un peu, t'as un peu d'inspiration là-dedans, mais ça s'en détache beaucoup. Alors là, le résumé vous fait peut-être pas envie, mais c'est hyper original. Moi, j'adore la mythologie grecque et romaine, donc j'étais comblée là-dedans. Il y a Apollon, bref, il y a tout le monde qui se pointe. Alexandra, c'est un personnage qui est attachant, tu sais, c'est la bourrine, la Naruto en mode je casse des culs, voilà, tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, il y a un triangle amoureux. L'autre, alors que toujours le troisième, l'espèce de surfeur blond là, il est chiant, et en fait, lui, il est hyper déterminant dans l'histoire, parce que c'est un peu l'élu. Donc en fait, tu te dis l'élu, il est un peu spécial dans l'histoire. L'autre, c'est un espèce de coincé militaire, et je l'aime bien, il est attachant, et je trouve que ça change un peu des portraits qu'on a, tu vois. C'est pas le sombre garçon, là on est plus dans le mode je suis droit, et voilà, des fois ça pose problème, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Alexandra va être liée non pas avec le personnage que t'apprécies, mais avec l'autre, d'une façon assez horrible, et donc c'est beaucoup de jeux de manipulation, c'est triste, il y a beaucoup de morts. La fin est très touchante, ça parle d'une mythologie qui n'est pas forcément très mise en avant dans nos littératures actuelles, mythologie qui est très intéressante, et je vous conseille absolument cette série, qui est addictive. À chaque fois je me procurais les tomes. Jennifer Lamonchoot, elle a une façon de faire, de mêler le fantastique et les romances de façon très bonne. En général ça passe, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Après c'est de la romance les gars, on n'est pas sur du sorceleur, hein. Mais faut replacer pour de la romance. Pour moi c'est très bon, et pourtant je n'aime pas ça, donc là ça a vraiment marché. C'est des tomes qui ont des fins en cliffhanger, donc c'est hyper addictif, même tout le roman est construit pour que tu les bouffes les pages, tu t'ennuies jamais. Il y a juste un petit truc qui m'avait gêné, et je tiens à le dire, je crois que c'est le tome 3. En fait il y a un tome 3.5 qui est sorti en numérique, après le tome 4, sauf qu'il y a un grand changement entre le tome 3 et le tome 4, et tu te dis, je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi? Et en fait ça retire, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas imprimé et qu'ils n'en aient pas fait un tome, parce que ça retire l'élément tragique et l'élément qui te fait, oh, tu vois, la boule qui te fait comme ça, donc c'est un peu dommage. Ça c'est un petit problème éditorial je pense, ou de l'auteur qui a mal construit son récit, mais sinon c'est une très bonne série que je vous conseille. Et enfin, une de mes séries préférées, c'est une trilogie. Alors celle-là, je l'aime trop, en plus la série, il y a une série qui a été adaptée qui est très bonne, donc si vous avez lu la série, là je peux vous dire que c'était très bien. Donc il s'agit de Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui a eu le prix des lecteurs en 2012, donc j'ai dû acheter en 2012. Donc de quoi ça parle? Ah, j'aime trop cette série. Alors c'est l'histoire de Diana Bishop. Alors si vous êtes un peu intéressé par l'histoire de Salem, Bishop est une des sorcières qui a été pendue à Salem. Donc Diana est une sorcière, elle étudie à l'université d'Oxford et elle veut devenir prof de littérature il me semble, et un jour pendant ses recherches elle tombe sur un livre et en fait les images bougent et le livre c'est comme s'il rentrait en elle, tu sais, c'est hyper bizarre, et après elle referme le livre, elle est un peu flippée quoi, et elle s'en va. Sauf que Diana c'est une fille qui est une sorcière qui a pas beaucoup de pouvoir, du genre la sorcière nulle quoi, et elle se rend compte que ses pouvoirs sont un peu décuplés, elle comprend pas trop, et elle rencontre Matthew. Matthew qui est professeur d'université dans les sciences, il étudie le comportement des loups je crois, et du sang, je crois qu'il a les deux trucs. Donc c'est un vampire très ancien et puissant qui a un background qui te ferait envie de sauter par la fenêtre tellement il a un passé lourd on va dire. Voilà, tu me dis Matthew ça va aller, mais tu te doutes qu'il y a une histoire. Mais là on n'est pas dans Twilight les gars, là pas du tout. C'est extrêmement adulte, dans le sens que c'est très bien écrit, il y a tout un truc scientifique de l'étude des vampires, des démons et des sorcières, c'est les trois grandes catégories, et donc Matthew
il est intéressé par Diana au début parce que en fait il se rend compte que le livre perdu des sortilèges s'est présenté à elle alors que c'est un livre qui a disparu depuis des siècles, que tout le monde cherche, parce que c'est le livre qui explique qui est la race la plus importante entre ces 3 races et explique l'origine de tout le monde. Faut savoir qu'en plus, le truc qui préoccupe le garçon, c'est que quand ils veulent transformer des nouveaux vampires, les transformations fonctionnent de moins en moins, donc la race est en train de s'éteindre. Donc tu vois, il y a en plus un problème là-dessus. Les sorcières s'affaiblissent et les démons aussi ont des problèmes. Donc tu vois, c'est une question de survie et en même temps, ces 3 races, elles vont essayer de... C'est des jeux de pouvoir. L'histoire d'amour, allez. Alors là tu es comblé en tant que lecteur, c'est extrêmement bien écrit, c'est pas du genre on tombe amoureux machin, pas du tout, c'est scientifiquement très plausible tout ce qui est expliqué, les personnages sont extrêmement bien faits, construits adultes, c'est palpitant comme histoire, tu voyages donc en Angleterre, tu vas en France, t'as des personnages, tu vois, ce que j'ai bien aimé c'est que Matthew, à un moment, on va rencontrer sa mère d'adoption, donc la vampire qui l'a transformée, je crois, ou la femme du vampire qui l'a transformée plus particulièrement, qui est une femme qui est très ancienne, parce que Matthew, déjà, vient du Moyen-Âge, et en fait, les personnages se comportent, tu vois, même s'ils sont plus modernes, tu vois qu'ils se comportent encore en tant que personnages du Moyen-Âge. Ils ont, tu vois, ça c'est extrêmement réussi. Il y a beaucoup de références en latin. Il y a un moment, on a du voyage dans le temps. Il y a de la recherche historique de ouf. C'est magique. Alors, c'est des petits pavés. Pour moi, il n'y a rien de mieux qui a été fait à propos des sorcières et des vampires dans ce genre-là. Il y a cet univers qui est incroyable. C'est un peu indescriptible la façon dont l'auteur a réussi à rendre quelque chose de fantastique réaliste. Et c'est vraiment la force de cette trilogie que je vous conseille à 100%. Allez-y. Elle est sublime. Donc voilà les 5 séries que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez fini avec des grosses sagas, parce qu'on a quand même ce sentiment de satisfaction quand c'est fait. Et je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes journées et de très bonnes lectures.